5 enjeux de finances personnelles qui préoccupent de plus en plus les Québécois. C'est un article que j'ai vu sur TVA Nouvelles il y a quelques semaines. Je m'étais mis ça de côté pour faire une vidéo dédiée. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir des finances un peu plus saines. Donc la retraite, la fraude, le coût des loyers, ces dossiers qui sont au cœur des problèmes d'argent des Québécois. Donc que ce soit les Québécois ou la communauté francophone, c'est exactement la même chose, sauf que il y a des choses qui diffèrent un minimum, mais les finances personnelles, ça touche tout le monde. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur, je parle de finances personnelles, d'investissement boursier, je parle de mon parcours vers l'indépendance financière et tout ça, donc les projets qui s'en viennent par rapport à ça. N'hésite pas à t'abonner, on va voir ça maintenant, et déjà rien que l'image qui commence, c'est assez déprimant déjà de voir quelqu'un déprimé à cause de son argent, mais quand on voit déjà sur sa table plein de cartes de crédit, ça fait mal sur la surconsommation. Donc allez, c'est parti, on se lance. Donc certains aspects financiers qui sont au cœur des problèmes d'argent des Québécois, voici 5 enjeux de finances personnelles qui les préoccupent de plus en plus. Premier point, la retraite. La retraite, ça concerne tout le monde et ça va être de plus en plus difficile d'avoir une retraite décente parce qu'on va devoir contribuer plus pour les personnes qui sont plus âgées. Donc la moitié des Québécois en âge de travailler craint de ne pas avoir un coussin financier suffisant au moment de partir à la retraite. Cette proportion grimpe à 67% chez les ménages dont les revenus annuels sont inférieurs à 60 000 $ selon un sondage léger. À l'inverse, seulement 37% des répondants ont confiance d'avoir assez d'argent de côté pour leurs vieux jours. Plusieurs devront se prendre en main car se fier au gouvernement est un gage de pauvreté. Le montant moyen combiné payé par la Régie des rentes du Québec et la Sécurité de vieillesse est de moins de 2 000 $ par mois. Et c'est exactement un des problèmes qui est récurrent. On pense, comme en France, que l'État va nous financer notre retraite parce qu'on a durement travaillé pendant toutes ces années, donc on mérite de quoi. Mais sachez que vous n'aurez pas l'entièreté de votre salaire. Vous avez peut-être cotisé le maximum possible, mais vous n'aurez pas la totalité de votre salaire. Donc là, c'est moins de 2 000 $ par mois. Il y a des gens qui vont dire je peux très bien vivre avec 2 000 $ par mois, mais n'oubliez pas l'inflation. Donc les gens qui font all-in dans leur vie en se disant je dépense tout, j'aurai de quoi pour ma retraite, faites très attention. Qu'est-ce qu'on fait pour subvenir à ses besoins, pour avoir une retraite décente? C'est d'épargner régulièrement, d'investir son argent afin que ça croît sur le long terme pour contrer l'inflation. Et il y avait quelqu'un qui disait dans un podcast, je ne sais plus lequel, c'était un podcast québécois, qui disait que si tu investissais ton argent dès ton plus jeune âge et le maximum que tu peux faire avec des rendements en suivant le S&P 500 ou un fonds mondial, tu auras beaucoup plus d'argent à ta retraite jusqu'à tes vieux jours grâce à tes investissements que l'argent du gouvernement. Et donc là, par exemple, si vous êtes au Québec, si vous voulez investir, utilisez votre REER, votre CELI pour profiter des avantages fiscaux, etc. Et si vous ne savez pas où vous en êtes, consultez un professionnel financier, un conseiller financier qui va vous faire un petit plan. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a vu un conseiller financier, un planificateur pour plus tard, en fait, pour notre retraite, à savoir à combien on peut partir, à quel âge on peut repartir à la retraite, et aussi combien d'argent il nous faudrait pour la retraite en fonction de nos dépenses. La règle la plus simple pour être libre financièrement, c'est 25 fois ses dépenses annuelles, et vous le multipliez donc ces dépenses-là. Si vous gagnez, si vous dépensez 30 000 $, vous le multipliez par 25 et ça vous donne le montant qui vous permettra d'être libre financièrement et de décaisser le fameux 4%. Mais ça, c'est pas un conseil financier, mais faites le jeu sur Internet, faites des calculs. Deuxième point, l'endettement. Selon un rapport d'Equifax, la dette moyenne non hypothécaire, donc attention, les dettes hypothécaires sont des bonnes dettes de manière générale, est de 18 856 $ au Québec. Les 2/3 des ménages traînent des dettes et 11% des familles se considèrent comme surendettées au Québec, comparé à 17% en Colombie-Britannique et 16% en Ontario. Parmi eux, 28% rencontrent des difficultés à les rembourser et 2% sont incapables. La raison principale est l'achat d'une maison qui est devenue hors de prix pour la plupart des gens. Heureusement, la récente baisse des taux d'intérêt commence à apaiser l'inquiétude des Québécois au sujet de leur niveau d'endettement. Alors, l'endettement, c'est un fléau mondial de manière générale. Pour vous reprendre en main, vous n'avez pas le choix. Évitez toutes les mauvaises dettes, évitez toutes les dettes de consommation. Si vous devez vous acheter une voiture à crédit, oubliez ça.
faites-vous un fonds d'urgence, établissez un budget, c'est la base, mais 18 856 $ au Québec, c'est vraiment du n'importe quoi. Il y a des gens, je peux comprendre, qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais il y a un moment, il va falloir revoir les priorités. C'est sûr qu'il y a des personnes qui s'endettent parce qu'ils peuvent avoir une urgence médicale ou quoi que ce soit, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un fonds d'urgence. Il y a des personnes qui disent bah, je gagne pas assez, je sais pas comment faire, bah là il va falloir se trouver un side business, faut essayer de s'éduquer un peu plus pour avoir des expertises dans un certain domaine, comment vous pouvez aller renégocier vos salaires, tout ça c'est des choses qu'il faut mettre en place. Et pour l'endettement aussi, c'est d'éliminer le plus rapidement possible la mauvaise dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Je ne suis pas conseiller financier, mais moi personnellement, c'est ce que je ferais. Là ensuite, on va parler de la fraude. C'est super intéressant. Près de 37 000 Québécois ont été victimes de fraude en 2023. C'est une augmentation de 15% en 2 ans selon l'Association des directeurs de police du Québec. Les fraudes les plus fréquentes au Québec impliquent l'utilisation frauduleuse des cartes de service, les ordinateurs et le vol d'identité. Sur une période de 3 mois en 2024, soit du 1er janvier au 31 mars, les Québécois ont déclaré des pertes de près de 3 millions de dollars selon les chiffres compilés par Radio-Canada. Les gens demeurent complaisants par rapport à la fraude, notamment les jeunes. Parmi les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, 32% pensent qu'il est peu probable qu'ils soient victimes de vol d'identité, selon un sondage d'Equifax. La fraude financière, faites attention à ça. On ne dévoile pas ces papiers d'identité sur Internet. Faites attention quand quelqu'un vous appelle. Surveillez vos comptes en tout temps. Il y a des gens qui ont peur de regarder leurs comptes parce que peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent sur leur compte et qu'ils ont des dettes, etc. Mais continuez à les surveiller régulièrement parce que ça va vraiment vous aider. Faites attention où vous mettez vos cartes. Bref, c'est des choses vraiment simples, et éduquez-vous surtout un maximum. Éduquez aussi vos grands-parents, vos parents par rapport à l'intelligence artificielle, parce que ça peut être une bonne chose, mais maintenant les fraudeurs vont utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle pour simuler votre voix, pour simuler la voix d'un proche qui va réclamer des fonds, etc. Donc rien de tel qu'une bonne éducation par rapport à ça, et ça peut arriver une fraude. Moi ça m'était arrivé dans les années 2010 par rapport à YouTube justement, où je pensais pouvoir être affilié à YouTube grâce à quelqu'un, et c'était quelqu'un qui avait déjà des abonnés, et moi j'avais payé cette personne-là parce que je pensais que si j'étais affilié à elle, je pourrais être monétisé. Finalement, c'était une grosse arnaque. Donc faites attention à ça, ne donnez pas d'informations confidentielles à qui que ce soit. Maintenant, on va aller sur le coût des loyers. Ça dépend vraiment des provinces et des villes, etc. Donc nulle part l'inflation n'est-elle plus visible que dans l'immobilier, notamment les loyers. Un 3,5 meublé dépasse les 1 700 $ à Montréal en 2024. Un récent sondage léger montrait que plus de la moitié des locataires, 52%, a peur de ne plus être capable de se loger adéquatement alors que la crise du logement bat son plein. Et cette proportion grimpe à 61% chez les 35 à 54 ans. En général, votre loyer et les dépenses liées au logement ne devraient pas dépasser 35% du revenu brut de votre ménage. Beaucoup de Québécois disent dépenser aujourd'hui 50% et parfois 60% de leur revenu pour payer leur loyer. Ça, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un loyer trop cher ? Tu peux essayer de le négocier, mais à mon avis, c'est mort d'avance. Ça dépend si tu es en bon terme avec ton propriétaire. Deuxième chose, c'est si vous avez un travail que vous pouvez trouver ailleurs, à l'extérieur d'une grande ville, ou choisissez un appartement plus petit ou quoi que ce soit, bah, essayez de faire cet effort-là si vous avez des problèmes financiers. Malheureusement, il y en a qui vont essayer d'avoir des bonnes locations, payer super cher, parce que je vais me dire, bah là, je vais habiter dans un superbe endroit, parce qu'il y a plein de commerces à côté, parce qu'il y a des cafés, parce que c'est cool, je vais pouvoir sortir avec mes amis. Mais tout ça, ça englobe une surconsommation incroyable. Donc, t'inquiète pas que si tu vis au fin fond, je dirais, de la forêt, pour prendre l'exemple, tu vas pas dépenser ton argent de la même façon que si tu habitais au centre-ville avec tous les bars et les restaurants et les sorties, les concerts que tu peux aller faire. C'est sûr que tu peux te faire plaisir, mais si tu as des problèmes financiers comme les personnes qui sont là, bah là il va falloir revoir un peu tes priorités, et tu pourrais aussi considérer la colocation si tu es jeune. Mais en général, les jeunes, ils vont pas habiter tout seuls dans un 3,5 meublé à 1 700 $. Ça pourrait être un couple éventuellement, mais si tu as moyen de faire de la coloc, moi je l'ai fait personnellement, et je payais vraiment pas cher. Épargne, dépenses. Donc une lueur d'espoir, même si le coût de la vie les étouffe et que 61% d'entre eux estiment qu'il ne leur reste pas assez d'argent à la fin du mois pour épargner.
Les Québécois épargnent presque 2 fois plus que le reste des Canadiens. Yes, selon Statistique Canada. Donc 10,1% de leurs revenus disponibles contre 5% pour la moyenne canadienne. À l'approche des fêtes de fin d'année, les Québécois envisagent également de dépenser moins d'argent que le reste des Canadiens pour gâter leurs proches. Le niveau d'épargne est peut-être encore insuffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et plus il y aura des personnes qui vont créer du contenu sur la littératie financière, plus vous allez lire sur le sujet, plus vous allez écouter des vidéos, écouter des podcasts ou tout ça pour vraiment comprendre la valeur de l'argent, que l'argent est un outil. L'argent va pouvoir vous aider à bâtir vos projets, bâtir votre patrimoine pour vos projets futurs. Ça, c'est super important. Il y a des gens qui comprennent toujours pas et qui vont se trouver des excuses. Oui, mais j'ai besoin de m'acheter ci, besoin de m'acheter ça. Tu n'as pas besoin de grand-chose dans la vie si tu es un minimum en bonne santé mentale et physique. Tu n'as pas forcément besoin des dernières choses à la mode et c'est comme ça que tu peux épargner. 10% d'épargne, c'est vraiment chouette. Si tu peux arriver à 20% d'épargne et remboursement de dette, c'est encore mieux. Donc, conseil, automatise tes finances. Dès que tu reçois ton salaire, tu te fais un virement automatique. Là, ils disent 10%, alors tu fais 20% de ton salaire, tu le mets de côté, tu te fixes des objectifs financiers quantifiable, mesurable, l'objectif SMART. C'est vraiment, vraiment super bien d'appliquer cette stratégie au lieu de dire j'ai envie d'épargner de l'argent. Non, tu veux épargner combien? Tu veux faire quoi? C'est quoi ton objectif? C'est ça qui va te mener. Moi, je veux être libre financièrement. Donc, comment j'ai réussi à investir le plus possible? J'ai continué d'épargner et de me dire que chaque dollar que j'allais rentrer sur mon compte, j'allais pouvoir l'investir après les dépenses courantes que j'ai. Donc ça, c'est super cool. Et revoyez un maximum votre budget. Le budget, c'est super important. J'ai expliqué dans plein de vidéos, si vous voulez réussir à atteindre vos objectifs, vous n'avez pas le choix. Voyez ce que vous gagnez, voyez ce que vous dépensez. Donc c'est sûr qu'il y a des personnes, c'est beaucoup plus difficile de monter dans le bateau de l'épargne et de l'investissement, mais chaque dollar compte au début. Quand vous avez le bon mindset, quand vous avez vraiment cette façon de voir l'argent en vous disant, au lieu de le donner à quelqu'un d'autre, par exemple, quand vous allez en boîte de nuit, imaginez-vous les jeunes, là, quand on avait 18 ans, 20 ans, vous alliez en boîte de nuit, vous payez une bouteille à 90 €, moi qui habitais en France à l'époque, ou 90 $, 100 $, c'est au patron de la discothèque que vous allez payer cet argent-là, c'est pour lui, là, c'est pas pour vous. Donc, faites-vous un budget, payez-vous en premier, c'est le principal. Et j'espère à vous que vous allez atteindre vos objectifs financiers. Et on a terminé avec cet article-là. Donc si tu as aimé, mets un petit like, un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses, abonne-toi et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.